Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va ouvrir les barreaux d'une prison, la prison Juliette Dodu, qui est toujours dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer? Sera-t-elle détruite? Y aura-t-il des appartements? Sera-t-elle conservée? Cette prison va-t-elle devenir un lieu de mémoire pour la Réunion? En tout cas, la question se pose. On voit ça dans Culture et Patrimoine. Patrice Pongérard, bonsoir. Aline Mirin, bonsoir. Bonsoir. La question, j'allais dire, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On en est où? Alors, on est dans le statu quo. L'État ne bouge pas. Et c'est quoi le statu quo? En fait, il y a une transmission de l'État à la SHLMR. Il faut dire que c'est un bien de l'État, Juliette Dodu. Et à La Réunion, l'État a peu de foncier. Donc depuis 2007, France Domaine, qui vend les biens de l'État, donc qui privatise les biens de l'État, est en train de le faire avec la prison Juliette Dodu. Donc on est dans un statu quo, ça ne bouge pas, et on reste toujours sur un argument que moi j'appelle fallacieux, c'est un argument qui tient pas debout, c'est l'argument de l'archéologie. C'est-à-dire que là, il y a eu un sursis de la part du tribunal administratif, donc le sursis au permis de démolir, accordé par la mairie de Saint-Denis. Et ce sursis-là est conditionné par des fouilles archéologiques, et si on trouve des éléments lors des fouilles archéologiques, on dit qu'on va protéger. C'est totalement absurde, ça tient pas debout. C'est comme si on va aller devant Khéops, la pyramide, et on dit on va la protéger, si à l'issue d'une équipe d'archéologues qu'on va faire venir. On sait que ça a 3000 ans. Dodu, on sait que ça a près de 300 ans. On connaît. Il y a des études sérieuses. Donc, pour l'instant, l'État fait barrage. C'est-à-dire que l'État fait barrage et la SHLMR, elle défend son dossier. Il n'y a pas eu de demande de modification du permis de démolir. Et moi, quand j'ai vu le permis de démolir, j'ai été choqué. Parce que je travaillais en même temps sur l'historique des murs et sur leur vocation historique. Et donc, c'est ça le patrimoine, hein, c'est-à-dire voir les traces. Le patrimoine, c'est les traces. C'est pas détruire et faire une brochure. Hein. Le patrimoine, c'est garder les traces. Et dans ces murs-là qui ont été témoins de l'histoire de la Réunion, en même temps, je voyais que le projet de la SHLMR allait détruire près de 80% des élévations. Il y a peu de choses récentes dans le site de Dodu. On pourra y revenir par rapport au diaporama. Il y a peu de choses récentes. Donc on est sur le statu quo. On dit qu'on protège le patrimoine, mais c'est faux. C'est ce qu'on appelle un discours pouvoir, qui est classique dans la communication. C'est-à-dire on dit une chose, mais on fait le contraire. Alors bien entendu, lorsqu'on détruit 70% des élévations historiques, automatiquement on protège pas le patrimoine. Donc il n'y a pas de réflexion pour qu'il y ait de retrait de la SHLMR. Normalement, c'est ce qui devrait être fait. Et je rappelle quelque chose qui est important que seuls les gens qui se sont penchés sur ce dossier-là connaissent. Et même, parfois, des gens qui sont penchés sur ce dossier-là ignorent. Mais la preuve est à la DACOI, dans le service de documentation de la DACOI. Il y a eu un dossier d'instruction pour la protection de Juliette Dodu, qui a été ce dossier d'instruction-là. À l'époque, on appelait la commission la CAPS. Bon, je parle en présence de l'actuelle présidente de la CAPA. À l'époque, c'était la commission régionale de protection des sites. Il y a eu une instruction de la part de la conservatrice régionale du patrimoine, parce que c'est l'État qui instruit. Hein, un tiers peut demander le classement ou la protection, mais c'est l'État qui instruit. Donc il y a eu une instruction, et cette instruction, elle a été annulée par un simple coup de téléphone qui a été envoyé du ministère de la Justice en disant on arrête, vous arrêtez la protection. Alors que le site avait avait une très bonne note pour la protection. L'architecte en chef des monuments historiques a dit que la protection du site de Juliette Dodu était nécessaire. Donc JISMI est nécessaire, ce qui ne peut être autrement. Donc c'était nécessaire parce qu'à travers
les couches successives, parce qu'à Dodu, en termes archéologiques, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je dis archéologie debout, hein, les élévations debout. L'archéologie, c'est ça, hein, c'est les traces, c'est pas seulement fouiller l'archéologie. Hein. Il y a toutes les strates de l'histoire réunionnaise, depuis 1750 jusqu'à 1970, à peu près, où les bâtiments les plus récents, c'est 1970. Donc, on a, comme on dit dans le jargon, tout un programme de succession de couches historiques qui sont là sur le site de Dodu. Donc c'est une merveille patrimoniale et architecturale. Comme je le dis souvent, les spécialistes, et surtout la DACOI, jouent sur les mots. Ils jouent sur la qualité architecturale. La qualité architecturale, c'est quoi? La qualité architecturale, c'est pas seulement le marbre et les volutes dorés. C'est clair qu'on construit pas une prison comme on construit un château. Donc, il n'y a pas de volutes dorés, il n'y a pas de marbre dans c'est une prison. Donc, on est dans l'économie totale. Mais c'est un témoin majeur de l'histoire réunionnaise. En tant qu'élu, Aline Murin, oui. Patrice Montgérard parlait des élus. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, le dossier a été pris un peu en retard, je me suis rendu compte, à quel que soit le niveau, le dossier a été pris en retard. Est-ce que, derrière ça, est-ce qu'il y a eu une solidarité, un consensus au niveau des élus, quels que soient les partis politiques? Est-ce que les collectivités se sont entendues, que ce soit région, département, les communes ou les EPCI? Est-ce qu'il y a eu une démarche aujourd'hui des politiques pour soutenir le travail mené par ceux qui essayent aussi de sauver de leur côté cet héritage et ce patrimoine de la Réunion? Je dirais que compte tenu effectivement, on n'était pas forcément au courant du dossier. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. En tout cas, au niveau de la collectivité régionale, il y a effectivement une prise de conscience de vouloir valoriser ce lieu mémorial, ce lieu de l'histoire de la Réunion. J'ai envie de dire, pour l'instant, ce consensus, c'est le but, qui est consensus justement autour de ce lieu dans lequel il y a le traçage, il y a le passage de ceux qui ont résisté contre un système qui nous a fait mal à l'époque. Dans ce lieu de mémoire, où on n'en a pas, justement. Il faut savoir qu'à La Réunion, nous n'avons pas de lieu de mémoire. Et ce lieu de mémoire, c'est là que je fais appel, justement, à toute la classe politique confondue, pour justement venir soutenir ce projet. Évidemment, il y a un élu. Au départ, on a eu l'occasion de faire une émission à l'époque avec Aline Murin, avec Jean-Hugues Ratenon, mais on n'a pas eu non plus beaucoup d'élus. Il n'y a pas eu beaucoup d'élus. Moi, je tiens en tout cas, oui, Jean-Hugues Ratenon, le député, a été présent. Et ce dossier, il doit dépasser les clivages politiques. Notre mémoire, le peuple réunionnais, quand on parle du peuple réunionnais, on parle justement de toute cette union qui est nécessaire aujourd'hui pour valoriser, pour réhabiliter, pour faire connaître notre histoire. Il y a eu un passé difficile où notre histoire est restée pendant trop longtemps dans le silence. À travers la prison Juliette Dodu, le but de l'émission, et je tiens à remercier Télécréole pour cela, c'est justement de populariser, de faire connaître. Puisque l'image qu'on a aujourd'hui de Dodu, c'est le criminel, l'endroit où ça y enferme criminel, l'endroit où ça y met des choses, des personnes qui ont soi-disant commis des bêtises. Non! Dodu, je crois que M. Pongérard a eu l'occasion de l'expliquer, c'est là où on a enfermé ceux qui ont résisté contre un système qui a fait mal au peuple réunionnais. Et aujourd'hui, mon cri, et je demande à toute la classe politique de venir dans cette cour, dans cette union, dans cette réflexion. L'île de la Réunion, aujourd'hui, nous n'avons aucun lieu dans lequel on peut connaître notre histoire. Et je m'adresse à la ville de Saint-Denis, même si je sais que c'est un dossier difficile. La ville Saint-Denis, qui est la ville où on valorise l'histoire, où on valorise l'art, on n'a pas le droit de laisser cet espace, ce site, qui pourrait être demain là où les Réunionnais pourraient découvrir leur histoire. Et je termine sur Jean-Hugues Ratenon. Jean-Hugues Ratenon a fait une brillante intervention
un député qui a bien défendu ce dossier, avec Jean-Hugues et tous les autres, avec la région, puisque la région aussi nous défendons ce dossier, mais qu'il y ait unanimité de la classe politique réunionnaise pour défendre ce haut lieu de la mémoire. Patrice Montgérard, j'ai lu le document de synthèse que vous avez réalisé sur l'aspect historique de cette prison Juliette-Dodu. En tout cas, on voit qu'à chaque fois que la prison est agrandie ou on ajoute quelque chose, c'est lié à un moment de l'histoire de la Réunion et bien sûr de France. Alors, on va essayer de le faire à travers quelques photos que vous avez fait parvenir. On va d'abord regarder la première photo et puis vous allez nous expliquer un petit peu, voilà, la première photo. Alors là, on est dans le tracé en damier de la ville de Saint-Denis. C'est une rationalisation, ça s'appelle le plan Paradis. En fait, c'est pour comprendre le contexte historique des débuts des élévations à Dodu. Et là, il y a en bas à droite de la rivière, donc sur la rive gauche de la rivière Saint-Denis, parce qu'on établit de l'amont à l'aval la rive, il y a, donc en fait sur la rive droite, il y a le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur, il y a encore une loge, c'est encore une fortification. On fait pas de grosses forteresses à La Réunion parce que on économise, il y a pas d'argent. Du moins on économise. Et dans ce damier-là, lorsque les premiers murs s'élèvent sur la concession Dioré qui est un ancien gouverneur, pour la petite histoire, c'est un gouverneur illettré. Enfin, analphabète total, hein. À peine s'il signait son nom. Oui, ça existait. Et il y en a en politique aussi, hein. Maintenant, ils ont un petit peu plus de niveau. Et ils arrivent préfet. Et le gouverneur, Dioré, lui, il meurt assez tôt, il a une succession. Et cette succession-là, ce sont ses enfants. Ils ont à peu près 300 esclaves à cette époque-là. C'est ce qui est colossal, hein. Et on est là dans l'Est, on est sur Sainte-Suzanne et sur Saint-André. Et il construit une maison de ville, mais une maison de ville modeste, qui va rester jusque dans les années 50. Et après, elle sera détruite, hein, par la suite. Elle est sur la rue de Villeneuve, pour parler des noms de rues actuelles. Et donc, ce plan-là, c'est pour montrer qu'en 1750, il y a à peine une cinquantaine de constructions avec les édifices publics confondus. Il y a 50 constructions à Saint-Denis. Et Dodu en fait partie avec le bâtiment Dioré. On peut encore toucher le mur du bâtiment Dioré, du magasin, il est là. Parce qu'en fait, comme on va voir, c'est un cumul, hein, c'est une agrégation de constructions successives. C'est un non-sens de détruire un mur qui date de 1750. Bien sûr. C'est là, par exemple, il y a le palais de l'intendance, il y a un bâtiment de l'intendance qui a été, l'intendance, c'est le bureau qui abrite l'officier du roi, qui est l'intendant, c'est le numéro 2. Et parfois l'intendant, le numéro 2 a plus de pouvoir que le gouverneur. Il peut intriguer à Versailles et doubler le gouverneur. Ça a été le cas à Maurice, entre Poivre et son gouverneur. Donc on est déjà dans les premiers non-sens. On est là, en 1750. Dans ce plan-là, le damier a du mal à se construire. Il y a quelque chose, c'est que à La Réunion, on croit que c'est Saint-Paul qui était la capitale. C'est faux, c'est totalement faux. Depuis 1669, la capitale, c'est Saint-Denis. Depuis que Regnault quitte Saint-Paul pour monter à Saint-Denis, c'est la capitale. Mais justement, à cause de la corniche, à cause des difficultés qu'il y a de relations entre le Nord et l'Ouest, et justement, imaginez ouverture des concessions dans le Sud, un Saint-Pierrois qui doit monter à Saint-Denis. Donc, il y a des annexes à Saint-Paul. Donc, ça a toujours été la capitale. Voilà, on peut passer à la photo 2, voilà. S'il vous plaît, la régie, merci. Alors là, si on peut zoomer, si c'est possible. Non, on ne pourra pas zoomer. Ouais. Alors là, il marquait le nom de la famille Dioré sur la parcelle 76, sur la parcelle numéro 76. Alors, c'est une parcelle qui est à la limite de la zone des Sables. D'ailleurs, la rue des Sables ne s'appelle pas rue des Sables pour rien. C'est parce que dans cette zone-là, il y a un vent qui souffle du nord-nord-est et il y a les dunes de sable. Là où il y a la gare, l'ancienne gare, il y avait des dunes de sable. Donc, elle est à la limite de la dune des Sables et de la zone des jardins. Et la Compagnie des Indes investit très peu à La Réunion. Très, très, très peu. Et dans sa faillite,
lorsqu'elle revend au roi, il y a un retour au domaine royal, ils vont faire les infrastructures publiques qui n'ont pas été construites par la Compagnie des Indes. Les défenses militaires, il y a le bas de la rivière qui va bénéficier de toutes ces constructions. Le bas de la rivière avec l'ordonnateur Crémont en 1769, c'est le jardin des rois, le canal des moulins, un premier calibrage de la rivière à cause des inondations et bien entendu la prison de Dieu. Mais la prison de Dieu entre dans un complexe global, c'est-à-dire qu'on divise la parcelle Dioré. Là, c'est la partie gauche qui est prise. On divise cette partie-là en... Voilà. Donc, c'est 76. On va voir qu'il y a le nom de Dioré. Et vous avez le nom des concessionnaires sur les carrés de concession. Donc, les carrés de concession, il faut imaginer que vers 1700, à la construction de du tribunal, du bureau du marronnage, on n'a pas une idée, mais le bureau du marronnage, pour faire simple, pour que les gens comprennent, c'est comme l'assurance au temps du papier. Nous imagine le nombre d'assurances. Moi-même, on avait dans le temps du papier un tas de papier au niveau de l'assurance. Voilà, c'est la parcelle 76. C'est 1776 peut-être. C'est 1771, 1772, la construction. Et c'est la parcelle numéro 76. Donc, le système colonial fonctionne comment ? Le colon a besoin de proximité avec, bien entendu, le port. C'était Saint-Denis qui était le port. Il y avait le pont Labordonnais, l'appontement, on transporte par chaloupe les marchandises au navire. Donc, ils ont besoin d'être près de l'exportation. On est en plein dans la période de café et des vivres également, puisque la Réunion nourrit Maurice. La Réunion nourrit l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est l'arsenal et le port. La Réunion, avec ses patates, ses maïs, son blé, nourrit Maurice. Donc, ça part. Et la famille Dioré construit en 1750 ce magasin-là. Ce magasin-là, il reçoit quoi ? Il reçoit les cafés des habitations Dioré, le blé, et d'autres nourritures, surtout des grains. Et il reçoit également les esclaves qui sont importés. Donc, esclaves en échange de marchandises. Donc, c'est déjà un espace carcéral, puisqu'on va attacher des esclaves à l'intérieur. Les murs également. C'est-à-dire qu'on croit que Saint-Denis, c'est une vague campagne avec 2-3 maisons, etc. Il y a les murs d'enceinte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des esclaves qui sont à l'intérieur et qui sont plus ou moins incarcérés, et les murs sont arrondis pour empêcher l'escalade. Donc, sûrement en 1750, il y a déjà des éléments des murs actuels, moi c'est l'hypothèse que j'ai établie, qui sont déjà construits. Donc, on a des éléments de 1750. Le pouvoir royal arrive, il n'y a pas de prison, à proprement dit. Montmidine a une espèce de prison SDF. Un jour, elle est chez un jour, elle est chez les militaires, un autre jour, elle est chez le gouverneur, et en fait, le truc, il bat de carré dans Saint-Denis. Et chaque quartier a son bloc pour les esclaves également. Et cette prison vient à un moment de rationalisation de la lutte contre le marronnage. À un moment où on comprend qu'il faut arrêter l'époque de Mussart, c'est-à-dire aller à l'assassinat systématique des grands marrons, c'est-à-dire ceux qui ont fui la 3e fois, ça coûte cher, justement au bureau de marronnage, à la cotisation. Un esclave, ça coûte cher quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit bon, donc on va les incarcérer. Souvent, le maître n'en veut pas. Le maître n'en veut pas, pourquoi ? Parce qu'il a peur, parce que c'est un grand marron, et les grands marrons donnent le mauvais exemple sur l'habitation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fort. Ceux qui sont écrasés ne peuvent pas partir. Ils restent soumis. Et souvent, c'est un nouveau. Donc, c'est un compte-nation. Les créoles, ils disent pas bossal. Ça, c'est le vocable antillais, ça. Un nouvel esclave ou un nouvel engagé, on l'appelle un compte-nation. Et donc, ces comptes-nations, il y a des créoles aussi. C'est complexe. Il faut pas dire qu'il y a que les nouveaux qui... mais souvent, c'est un prince Sakalave. Souvent, c'est un Africain aussi qui est un peu moins, je dirais, haché que les autres et qui va partir. Donc, ces gens-là, on veut pas comme exemple sur l'habitation. Et on les met à Dodu. Et à Dodu, bien entendu, ça s'appelle pas Dodu, ça s'appelle la prison de la rue du Conseil à l'époque, parce que c'est la rue du Conseil, parce que le Conseil siège dans la partie administrative. Ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que c'est le centre public du pouvoir qu'on est en train de détruire, mais c'est un non-sens. Ce lieu accueillit la première mairie de Saint-Denis, même si elle n'existe pas, les fondations doivent être dessous. Donc, là se règle le problème de l'incarcération publique d'esclaves, un phénomène très mal connu à La Réunion.
Moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'esclavage à travers le site de Dodu. Et ça fait plus d'une 20aine d'années que je travaille sur ce sujet-là. 25 ans, pour être précis. C'est que, dans l'incarcération publique des esclaves, on comprend que on les incarcère, pour ne pas perdre de l'argent, parce qu'un esclave perd de l'argent. On les incarcère pour les travaux publics. Moi, j'ai trouvé un document où lorsqu'on a construit le Barachois au 19e siècle, dans les années 1830, le Barachois, en fait, c'est un bassin pour abriter des petits bateaux. Il y a 4 esclaves qui meurent noyés parce qu'il y a un cyclone et ils vont charrouiller les galets et ils descendent en apnée. En une année, il y a 4 esclaves qui sont incarcérés à Dodu, donc parce qu'ils sont sur les travaux de forçat. Il y en a ceux qui sont les grands marrons même, on les empêche. Eux, ils restent à l'intérieur, ils cassent des pierres. Ce qu'on appelle, ils cassent du macadam ou ils taillent des pierres. Le macadam, c'est pour mettre dans le chemin, c'est pour paver la route. Pour paver la route, voilà. Et également, ils taillent des pierres à l'intérieur. Ceux qu'on ne veut pas voir à l'extérieur, pour pas le mauvais exemple. Donc, c'est une leçon sur l'esclavage. Ça permet de comprendre. Et la suite, ta question est très judicieuse. Oui, en effet, à chaque changement historique, il y a un agrandissement. Le premier agrandissement sur la base, si tu peux passer Photo 3. La photo 3. S'il vous plaît. Alors, magnifique plan, comme les ingénieurs de l'époque, ce sont les ingénieurs architectes, pouvaient le faire. C'est celui de l'ingénieur Godin, qui date de 1821. Là, il le fournit parce qu'il y a un plan d'agrandissement, parce que la prison est déjà surpeuplée. Alors, dans le petit bâtiment, on part sur la partie gauche. Donc, sur la partie gauche, c'est côté rue La Bourdonnais. À l'époque, ça s'appelait La Bourdonnais même. Il y a le petit carré d'angle, c'est le carré de la Pistole, c'est pour les blancs libres. Dans le bâtiment qui est en haut, pour revoir, voilà. Demander à la régie de nous renvoyer l'image, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans le bâtiment, donc, on va dire à gauche, troisième important à droite, pardon. Voilà, de l'autre côté. C'était l'image qui était les petites cases en haut. Voilà, là. Donc, ce bâtiment qui est au milieu, à partir du trait du milieu, à gauche. C'est le bloc des Noirs. C'est là-dedans qu'ont été incarcérés tous les grands marrons. Il y a un entassement énorme. Et imaginez, lors du jugement d'Élie et de ses sœurs et frères combattants, bon, bien entendu, on a séparé les femmes et les hommes, il y avait plus de 100 personnes qui passaient au procès. Donc, on les a entassés là-dedans. On a dû les mettre dans le jardin, ce qu'on appelait à l'époque la nègrerie du roi. C'est les esclaves qui appartenaient au roi, les esclaves publics. On a dû en mettre dans cette partie-là. Donc il y a un entassement ignoble qui est fait là-dedans. Pas seulement par rapport à Élie. Donc là, Godin fait ce plan-là pour un agrandissement. Et l'agrandissement pour pallier l'entassement. Mais l'entassement, il sera toujours de mise, même à l'époque de l'engagisme. Ce qu'on retient du moins sur le plan de l'esclavage et de l'engagisme, bien entendu, le bloc des esclaves noirs, ce qu'on appelle le bloc des Noirs, va devenir ensuite le bloc des affranchis et des engagés. Donc les affranchis, ce sont les esclaves libérés que la société coloniale en fait met à la casse. Et donc il y a l'entassement, bien entendu, conditions d'hygiène, et ce souvenir de la geôle, bien entendu, qu'il est présent, parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a de forts problèmes sociaux. Et lorsqu'on est en situation d'exclusion sociale, de précarité sociale, ben souvent on est en rupture avec le corps social, donc on fait des bêtises. On devient un peu hors droit, je dirais hors la loi. Mais le fait le trauma de la geôle de la Réunion, il vient de l'esclavage et de l'engagisme. C'est-à-dire que l'objectif là-dedans, c'est de dépenser le moins possible. On a trouvé des documents où le concierge, c'est-à-dire le directeur de la prison, rogne sur les rations, c'est-à-dire qu'au lieu de leur donner 900 grammes de maïs, comme les esclaves, on va essayer de leur donner 600 grammes. Pour que, en fait, là, lorsqu'ils retournent à l'habitation, ils disent, les gars, allez pas là-bas, là-bas les dieux, là-bas ils donnent pas manger, ils sont mauvais, ils tapent toute la journée, et donc déjà dans l'habitation, les conditions sont dures. Pour ne pas dire horrible. Donc on voit, là c'est un moment vraiment de dressage. Et c'est les dominés qui sont là.
Patrice Pangérard et Aline Biraro, on vient de dépasser de 3 minutes le temps qui nous était imparti. Passionné. On n'a pas fini. Non, c'est très bien cette partie historique. On va revenir sur il reste encore 4 photos et on va refaire une émission avec vous deux. On aura l'occasion de montrer parce que c'est très intéressant toute la partie d'histoire et voir comment vivre les esclaves et les marrons de l'époque. On y reviendra.